ce qui vous reste à faire, c'est de pouvoir noter toutes les questions. Si vous avez des questions, j'aurai 30 à 40 minutes d'exposé et après les 35 minutes qui resteront seront pour les débats, pour des apports, pour des questions de compréhension et nous allons faire la synthèse. Nous aurons 2 jours de travail. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus présenter quelques notions et demain, nous allons faire une pratique, c'est-à-dire on va prendre un cas et où nous allons ensemble élaborer une théorie de changement. Donc aujourd'hui, ça sera beaucoup plus des notions que nous allons apprendre. Donc vous aurez beaucoup plus à poser des questions de compréhension pour pouvoir mieux comprendre. Et là, demain, nous allons faire l'exercice. Je peux déjà à la fin vous laisser l'exercice. Et là, vous allez en journée faire des recherches sur ça. Et quand on va se retrouver dans la soirée, on va discuter, on va échanger sur ces différents points-là. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer. Nous allons aborder les concepts liés à la théorie de changement, la notion de résultat, la notion d'effet, la notion d'impact. C'est la clé même de la théorie de changement. Si vous ne savez pas différencier ces 2 éléments, résultat, effet et impact, c'est que vous ne pourrez pas conduire une théorie, vous ne pourrez même pas élaborer une théorie de changement ni l'élaborer. Alors, en introduction, nous allons voir qu'est-ce qu'une théorie, on va définir ensemble qu'est-ce qu'une théorie de changement, quelle est l'utilité d'une théorie de changement, quelles sont les questions de base pour une théorie de changement, pourquoi avons-nous besoin d'une théorie de changement, quels sont les atouts et limites de la théorie de changement. L'illustration, nous allons voir un schéma qui va illustrer un peu c'est quoi la théorie de changement. Et nous allons terminer au niveau de ce point-là sur qu'est-ce qu'une chaîne de résultats. Ensuite, si le temps nous permet, on va voir le processus de théorie de changement, les étapes d'une théorie de changement et quelques modèles d'une théorie de changement. C'est là que nous allons terminer. La dernière partie est le cas pratique, un cas sur le projet de développement et un autre cas pratique sur le projet d'entreprise. C'est demain qu'on va voir les cas pratiques. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cours, c'est beaucoup plus les explications pour vous faire comprendre un peu ces différentes notions. Il faut aussi noter que le module de formation est en 2 phases, la phase gratuite et la phase payante. Donc, ce n'est pas évident qu'au cours de ces 2 jours-là, que vous puissiez tout maîtriser sur la théorie des changements. Non, c'est beaucoup plus les bases. Et là, ceux qui voudront passer à la version payante ou qui va démarrer le jeudi ou bien le vendredi, ça va dépendre puisque ceux qui ont commencé la certification doivent être évalués le vendredi sur les modules passés. Donc, on va voir un peu quel est leur niveau et voir s'il faut commencer soit le jeudi, le vendredi ou bien carrément la semaine prochaine. Ça va vraiment dépendre un peu de leur position là-bas. Alors, quelques concepts liés. Résultats, effets et puis notions. Ce sont des termes que beaucoup de personnes confondent. Le résultat, c'est une expression d'un ensemble de changements à la fois quantitatifs et qualitatifs induits directement par la mise en œuvre des activités d'un projet. En étroite relation avec les objectifs du projet, ils sont clairement établis dans les documents du projet. Donc, un effet, c'est une action de développement, est ce qu'une action de développement doit accomplir ou a accompli à court terme ou bien à moyen terme. Donc, contrairement aux produits qui sont relativement faciles à prévoir dans le cadre de la conception du projet. Et l'impact selon l'OCDE est généralement défini comme l'ensemble des changements qui découlent directement ou indirectement d'une action. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre le gros français que je viens de donner tout à l'heure. On va prendre un cas, par exemple, de formation des femmes, par exemple, bien des jeunes filles ou bien des femmes sur les méthodes contraceptives. C'est
l'exemple que je donne souvent pour mieux illustrer résultats, effets et puis impact. J'irai même plus loin pour parler même des produits. Et depuis des activités, on va aller aux produits, les résultats, effets et impact. On est venu dans une localité et on a remarqué que dans la localité, qu'il y a plusieurs femmes qui n'arrivent pas à contrôler les naissances. Donc, chaque année, elles sont en état, chaque année, elles accouchent, ou bien on remarque qu'il faut forcément contrôler les naissances. Et le projet qu'on a rédigé, c'est un projet d'appui pour pouvoir intégrer les méthodes contraceptives dans les ménages. Donc, ça veut dire qu'il y aura une phase de diagnostic, une phase de collecte de données, tout ceci pour qu'on puisse vraiment sélectionner des bénéficiaires qui seront une phase pilote et grâce à elle, maintenant, on pourra maintenant faire une vulgarisation complète dans la communauté. Et on suppose qu'on a choisi 100 femmes. Ces 100 femmes seront formées sur un ensemble de thématiques données. On suppose que nous avons pris 5 thématiques, mais 5 méthodes différentes de contraception que nous voulons les apprendre. Ça veut dire que chaque femme aura à suivre ces 5 modules et sur comment utiliser ces 5 méthodes de contraception, les avantages, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois qu'on a fini de les former, on va dire que 100 femmes ont été formées. C'est ça qu'on appelle un produit. Donc, quand on finit de réaliser une activité, on ne peut pas dire directement qu'on a un résultat, mais qu'on va dire qu'on a un produit. C'est avec le temps que ces produits-là vont se transformer à ce qu'on appelle les résultats. Et dans ce cas, le produit que nous avons trouvé ici dans notre exemple, c'est que nous avons formé 100 femmes. Quand ces 100 femmes-là vont rentrer, une semaine, 2 semaines après, ces 100 femmes-là vont commencer par appliquer cela dans leur ménage. On va voir des femmes qui ont commencé par adopter au moins une ou bien 2 méthodes de contraception ou bien au moins une méthode de contraception dans leur ménage. C'est là qu'on va parler de résultat. Le résultat, en réalité, c'est ce qu'on peut toucher du doigt. C'est ce qu'on peut voir et dire oui, ceci est quelque chose qui est issu d'un emploi qu'on a fait, c'est-à-dire d'une input qu'on a eu à apporter. Donc voilà un peu, voilà comment il faut voir le résultat, ce qu'on peut toucher du doigt, ce qui est tangible, ce qui peut justifier les emplois qu'on a eu à apporter au niveau d'une cible donnée. Donc, comme elles ont commencé par appliquer dans leur ménage, on va parler là de résultats. Les résultats peuvent disparaître pendant l'intervention ou bien même après l'intervention du projet. Donc, pour pouvoir asseoir les résultats du projet, il faut aller au-delà. Et c'est ce au-delà là qu'on appelle effet. Généralement, l'effet ne touche pas la cible sur laquelle nous avons apporté l'intervention. Ça veut dire que l'effet va au-delà de la cible. Ça veut dire quoi? Une fois que ces 100 femmes ont été formées, il est évident que ces 100 femmes-là ne pourront vraiment pas, il est évident que ces 100 femmes-là ne pourront vraiment pas appliquer toutes. Peut-être que c'est 80%, peut-être que c'est 100% qui pourront réellement appliquer. Et dans ce cas, si c'est ces 50% ou bien ces 100% qui pourront, et ces 80% qui pourront réellement appliquer, ça veut dire que nous aurons 80 femmes qui ont appliqué. Donc, notre résultat ici, c'est 80 femmes qui appliquent réellement les méthodes contraceptives. Donc, ces 80 femmes ont des enfants, filles. Ces 80 femmes ont peut-être des coépouses. Ces 80 femmes ont peut-être des voisines, ont peut-être des belles-sœurs, ont peut-être des belles-mères, ont peut-être des cousines. Donc, vous voyez, c'est un ensemble d'acteurs autour d'eux qui peuvent être impactés par ces méthodes. Donc, ces femmes-là vont commencer par vulgariser. Ah, on a suivi une formation sur les méthodes contraceptives, on nous a appris 5. Voici les avantages de 5, des 5 méthodes. Voici ce qui est compatible à tel groupe sanguin, quel est ton groupe sanguin, ainsi de suite. Ah, moi, voilà, voici ce qui va me correspondre. OK. Et elle donne suffisamment d'informations sur la méthode pour pouvoir permettre à ces personnes-là de pouvoir bel et bien jouir de cet accompagnement. Et là, si on suppose que sur les 80 femmes, chacune d'elles a pu toucher au moins 2, donc ça va faire 80 fois 2, ça fait déjà 160 personnes 160 femmes qu'elles ont pu toucher. Là, on va parler de effet, puisque là, ça allait au-delà. Donc, ça couvre un champ plus
l'âge, donc prévu ou bien non prévu par le projet. Donc, parfois, l'effet est soit prévu ou bien imprévu. Ça veut dire quoi? Dans la rédaction du projet, on a dit peut-être que c'est 100 femmes qu'on veut toucher directement et indirectement peut-être 200 femmes. Ça veut dire que là, on avait prévu cela. Mais si on dit on veut former juste 100 femmes, on s'arrête là. Ça veut dire que si après, même si 1000 femmes ont été touchées, ça c'est un effet qui n'était pas du tout prévu. Là, les effets peuvent aussi disparaître avec le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut disparaître soit pendant le projet, soit après le projet. Donc, il faut un niveau de saturation ou bien qu'on appelle un niveau de maturation des résultats d'une intervention pour que ces résultats-là puissent perdurer dans le temps. C'est là qu'on va parler de l'impact. Et l'impact, c'est quoi? Quand on dit en réalité l'impact d'un projet, on n'a rien dit. Il s'agit de quel impact? Est-ce qu'il s'agit de l'impact à court terme? Est-ce qu'il s'agit de l'impact à moyen terme? Ou bien il s'agit de l'impact à long terme? C'est un jeu de mots. L'impact à court terme, en réalité, on parle des résultats. Si on vous demande, par exemple, quels sont les impacts à court terme de votre projet, on est en train de vous demander quels sont les résultats de votre projet. Quels sont les impacts à moyen terme de votre projet, on est en train de vous parler des effets. Quels sont les impacts à long terme de votre projet, on est en train de vous parler des impacts après le projet, généralement 2 ans après le projet. Parce que l'impact à long terme ne se mesure pas pendant la mise en œuvre du projet, c'est au moins 2 ans après la mise en œuvre du projet. Donc, si on suppose que le projet était pour 2 ans, ça veut dire que si nous finissons les 2 ans de mise en œuvre de notre projet et que nous partons 2 ans, 3 ans après, on revient pour voir, on avait formé 100 femmes et en partant, il y avait 80 qui appliquaient, elles ont pu impacter 160 femmes. Et quand on va revenir maintenant, on va voir parmi les 100 d'abord qu'on a formés, il y avait 80 qui appliquaient, 20 qui n'appliquaient pas. Est-ce qu'avec le temps, ces 20 femmes-là se sont remises en cause et elles ont commencé par appliquer? Est-ce que parmi les 80 femmes qui appliquaient, ces 80 femmes-là continuent toujours pas à appliquer? Est-ce que les 160 femmes qui étaient impactées, ces 160 femmes à leur tour, ont pu impacter d'autres femmes dans la communauté ou bien même dans une autre communauté voisine ou bien un peu plus lointaine? Voilà autant de questions qu'on doit se poser. Et si on peut répondre par l'affirmative à ces différentes questions, on peut dire que notre projet a eu un impact à long terme. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Que l'effet est réversible alors que l'impact est irréversible. Ça veut dire que l'effet peut disparaître avec le temps, mais l'impact, quand on arrive au niveau de l'impact, ça veut dire que nous sommes arrivés à l'étape de maturation, sauf changement d'erreur, les gens vont toujours pas appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette méthode peut-être de contraction, ces 5 méthodes, avec le temps, au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer, on va peut-être se rendre compte qu'il y a des méthodes qui ne sont pas conseillées ou bien il y a des méthodes qu'on ne devait pas du tout appliquer. Et dans ce cas-là, si on se confronte à cela, ça veut dire qu'on doit revenir pour pouvoir apporter des corrections, actualiser le projet et orienter autrement. Sinon, tant que cela n'est pas fait, les gens vont continuer toujours pas appliquer puisque nous sommes arrivés jusqu'au niveau de l'impact. Et maintenant, pour pouvoir arriver au niveau de l'impact, le seul outil qui permet au chef de projet ou bien dans un projet de pouvoir voir clairement de comment je vais quitter des activités jusqu'à l'impact global de mon projet, c'est la théorie de changement. Voilà pourquoi vous devez clairement faire la différence entre c'est quoi une activité, un produit, un résultat, un effet et plus un impact. Si vous n'arrivez pas à faire cette différence, ça vous sera difficile de pouvoir faire la différence. Ok, désolé, j'ai une urgence, c'est un collègue qui m'appelle. Permettez-moi de décrocher rapidement, je vous reviens. Ok, nous revenons à nos moutons. Donc, je disais que il faut aussi faire la différence aussi au niveau
des objectifs du cadre logique et aussi au niveau des terminologies d'impact. On va parler au niveau des objectifs globaux, on va parler des indicateurs d'impact. Au niveau des objectifs spécifiques, on va parler des indicateurs de résultats. Et au niveau des résultats, on va parler des indicateurs de réalisation directe. Vous allez entendre souvent, on parle de input, output et outcome. Les inputs, ce sont les activités, les outputs, ce sont des résultats et les outcomes, ce sont les objectifs spécifiques. Donc, voilà un peu les terminologies que nous allons utiliser. Et ce schéma, c'est selon l'OCDE. C'est selon l'OCDE. Et nous parlons de produits. Vous allez souvent entendre aussi, on parle de intrants, d'extrants, etc. Donc, voilà ce qu'il faut retenir au niveau des concepts liés. Alors, certainement, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'une théorie de changement? La théorie de changement, c'est une approche qui est utilisée pour développer un modèle explicite de la manière dont une intervention, par exemple un projet ou une politique, contribue à une chaîne de résultats ou d'événements en rendant explicite à la fois le processus de changement attendu, les actions mise en œuvre pour le générer et les hypothèses sous-jacentes. Donc, elle peut être aussi utilisée de différents moments. En termes clairs, vous savez, il y a ce que le gros français dit, il y a ce qu'un praticien peut vous expliquer en termes clairs. En termes clairs, c'est quoi? La théorie de changement, vous devez voir ça d'une manière où nous voulons montrer comment nous voulons atteindre la vision. Si je prends toujours notre cas où nous voulons introduire des méthodes contraceptives dans les milieux, les méthodes contraceptives dans une communauté et nous voulons que cette communauté-là puisse contrôler les naissances. Peut-être que par ménage, on n'arrivait pas à contrôler les ménages. Notre vision est que dans cette communauté-là, d'ici 3 ans, que les ménages puissent maîtriser ou bien puissent contrôler les naissances. Voilà notre vision d'ici 3 ans. On connaît actuellement là où on est. On n'arrive pas à contrôler les naissances. Et notre vision d'ici 3 ans, nous voulons que les gens puissent contrôler les naissances. OK. Entre là où nous sommes et notre vision, quelles sont les étapes que nous devons suivre? On commence par où? On commence par quel point? Quel point va suivre? Quel point va suivre? Ainsi de suite, pour qu'à la fin, au bout des 3 ans, on puisse atteindre notre vision. C'est ça qu'on appelle la théorie de changement. On commence par où? Est-ce qu'il faut tourner à gauche? Est-ce qu'il faut tourner à droite? Est-ce qu'il faut faire appel à ces? Vous mettez tout en ordre pour que vos collaborateurs ou bien le partenaire ou bien les parties prenantes puissent savoir comment le changement sera atteint. C'est ça. Comment le changement sera atteint? Quelles sont les ressources qu'il faut déployer pour pouvoir atteindre ce changement? Voilà autant d'éléments qu'il faut valoriser parce que c'est une succession de changements attendus. Donc, quels sont les signes qui vont montrer que nous sommes sur la bonne voie? Donc, voilà un peu de tout qu'on peut retenir au niveau de la théorie du changement en termes clairs. Alors, qu'est-ce qui peut dire ou bien peut justifier ou bien peut montrer que vous avez élaboré une bonne théorie de changement? Premièrement, une bonne théorie de changement peut contribuer à formuler, c'est-à-dire formuler de meilleures questions d'évaluation, c'est-à-dire l'utilité. Excusez-moi, ici c'est l'utilité d'abord d'une théorie de changement. Premièrement, c'est pour formuler de meilleures questions d'évaluation clés. Un projet qui n'a pas de théorie de changement, quand un évaluateur externe vient, c'est difficile pour lui de pouvoir évaluer le changement. C'est difficile pour lui de pouvoir poser des questions d'évaluation précises. Une bonne théorie de changement peut contribuer à établir des indicateurs clés pour le suivi. Donc, le suivi évaluateur, ça lui permet de pouvoir poser des questions clés, à relever des lacunes dans les données disponibles, à accorder la priorité à la collecte de données supplémentaires, ainsi qu'à fournir une structure pour l'analyse de données et la production de rapports. Donc, voilà autant de questions, autant d'éléments qui vont nous permettre et qui nous montrent du moins l'utilité d'une théorie de changement. Les questions de base pour une théorie de changement. Il y a plusieurs questions.
Les questions que je présente ici, ce ne sont pas des questions exhaustives, donc c'est juste des questions illustratives, donc quelques questions que j'ai partagées ici. Les questions de base pour construire, de manière participative une théorie de change. Les questions de base pour construire de manière participative une théorie d'échange S-Ant. Nous avons quelle est notre vision partagée, quelle est notre vision partagée et souhaitée du futur, quels sont les impacts auxquels nous souhaitons contribuer, quels sont les changements nécessaires pour générer ces impacts, quand ces changements, c'est-à-dire résultats et leurs conséquences, impacts se produiront-ils, donc quels sont les obstacles et opportunités à la production de ces changements, donc comment allons-nous faire en sorte que ces changements se produisent avec et pour les acteurs des territoires. Donc voilà autant de questions qu'on peut vraiment poser. Pourquoi avons-nous besoin maintenant de la théorie du changement? Nous avons besoin de la théorie du changement pour 5 raisons. Premièrement, pour pouvoir bâtir une compréhension commune autour du processus nécessaire pour obtenir un changement souhaité. Donc, si vous n'avez pas de théorie de changement, vous ne pouvez pas bâtir une compréhension commune. Vous aurez des agents peut-être qui ne comprennent pas grandes choses. Donc, vous aurez des agents qui peut-être s'embrouillent sur des choses dont il faut suffisamment poser des questions, réorienter les choses pour que les gens puissent comprendre. 2. Pour fournir une carte détaillée. La théorie de changement doit finir par un tableau, doit finir par un schéma, doit finir par une carte qui va montrer comment le changement va se produire, qui va montrer quelles sont les activités clés, quels sont les résultats, quels sont les effets, quels sont les impacts et les liens entre ces différentes catégories. Donc voilà autant d'éléments qui seront valorisés là. Donc aussi, ça va nous permettre de pouvoir veiller à ce que tous les résultats, conditions nécessaires et suffisantes nécessaires pour pouvoir atteindre l'objectif sont identifiés. Il faut aussi dire qu'au niveau de la théorie du changement, vous avez ce qu'on appelle les conditions préalables, c'est-à-dire quels sont les risques qui peuvent survenir à un moment donné. Il y a un outil même qui nous permet de pouvoir évaluer le risque. Quels sont les risques qui pouvaient intervenir? Comment on va évaluer ces risques? Comment on va gérer ce risque? Ainsi de suite. Et chaque risque est souvent identifié par rapport à chaque activité clé qu'on veut valoriser dans notre théorie de changement. La théorie de changement, c'est pour identifier aussi les zones critiques adressées par les acteurs externes et la façon dont le projet fera le lien. C'est-à-dire quels sont les éléments internes, quels sont les éléments externes qui peuvent influencer notre projet. Ça nous permet aussi de pouvoir développer des systèmes de suivi-évaluation, des logiciels de suivi-évaluation et beaucoup d'autres outils qui seront adaptés à notre projet. Voilà. Ici, je vais illustrer un peu, vous voyez ce schéma, c'est pour vous montrer un peu c'est quoi la théorie de changement. Regardez le dessin là, vous avez peut-être l'habitude de le faire souvent. Donc, c'est l'illustration parfaite que j'ai trouvée pour pouvoir illustrer la théorie de changement. La théorie de changement commence toujours par une action, commence toujours par des activités. Vous voyez la dame sur l'image, le fait de jeter la pierre dans l'eau, c'est ça l'action. Donc, la main qui laisse la pierre, ça c'est l'activité. Donc, c'est ça qu'on appelle dans la théorie des changements des inputs. Donc, c'est ça qui est lancé. Et qu'est-ce qui va se passer? La pierre, c'est ça qui est l'intrant. La pierre ici, c'est l'intrant. C'est l'intrant qui va permettre de pouvoir donner le résultat de l'action. Donc, imaginez-vous, est-ce que la dame, si elle avait fait le même mouvement de la main et que la main est allée vers l'eau et qu'il n'y a rien dans sa main, est-ce que l'eau va bouger? Non. Donc, il faut un élément pour pouvoir démarrer les appuis. Donc, c'est la pierre ici. Donc, ici, la pierre peut être remplacée par le personnel, l'argent, le matériel. Donc, c'est ça qu'on met à la disposition du projet. Et ensuite, vous allez voir directement quand vous lancez la pierre,
l'eau va s'éclabousser. Donc, on aura des éclaboussures directement. C'est ça qu'on appelle les résultats immédiats. Parce que quand vous lancez une pierre dans l'eau, automatiquement, une partie de l'eau va rejaillir sur vous. Donc, c'est le résultat immédiat que vous avez de votre intervention. Mais par la suite, vous allez remarquer que après l'éclaboussement, il y aura des ondes qui vont se répercuter, qui vont commencer par s'éloigner. Les ondes vont commencer d'abord au niveau du point, là où la pierre est tombée, et ça va commencer par s'élargir. Donc, le premier rond, c'est ça qu'on va appeler l'effet. Mais avec le temps, l'effet va commencer par s'élargir et vous allez voir que si vous observez bien, les ondes là vont faire encore des cercles plus larges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était une solution qui était liée dans cette pierre, si cette pierre a été trempée dans une solution et qu'on a lancé, les ondes là vont garder quelques parties de cette solution là jusqu'à ce que ces ondes puissent s'étendre. Donc, le fait que ça puisse créer les premières ondes, on va parler d'effet, et du fait que les ondes seront en train de s'élargir au fur et à mesure, on va parler maintenant d'impact. Donc, c'est ça la théorie, c'est ça l'illustration parfaite de la théorie de changement. Ça veut dire, quand on va se poser la question pour dire, nous avons une solution, nous avons une pierre trempée dans une solution, comment on va faire notre vision, c'est que cette solution-là puisse se répandre dans toute l'eau ou bien se répandre dans tout le marigot, comme le montre sur le schéma. Voilà notre vision. Nous avons une pierre qui est trempée dans une solution et notre vision est que cette pierre-là puisse, cette solution-là puisse toucher le maximum d'eau. Donc, pour pouvoir atteindre ce changement, pour pouvoir que l'huile ou bien la solution puisse atteindre une grande proportion, on a décidé maintenant de lancer d'abord la pierre dans l'eau. Ensuite, il y aura des éclaboussures, un résultat qui va donner. Ensuite, les ondes vont se former et chaque onde aura une goutte de cette solution et avec le temps, cela va se répandre. Ce que je viens de donner, ça a nécessité un ensemble d'étapes que j'ai citées. Donc, j'ai maintenant l'action que je dois mener et jusqu'au résultat que ça doit donner. Certains formateurs illustrent le changement par l'échelle. Vous allez voir, quand vous avez l'échelle et que vous voulez monter pour aller un peu plus loin, je ne voudrais pas dire monter en haut, vous commencez toujours par la première barrette et vous montez ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau souhaité. Donc, le fait de commencer de la première barrette jusqu'à la dernière barrette, ça, c'est les étapes à suivre pour pouvoir atteindre le niveau souhaité. Et c'est ça qu'on va appeler la théorie de changement. La chaîne des résultats est aussi un élément que tout gestionnaire de projet doit forcément maîtriser. Vous allez voir en matière de gestion de projet, il y a des mots qui se répètent ou bien qui sont utilisés différemment. Ça veut dire quoi? Résultat direct, résultat intermédiaire, résultat ultime. C'est des jeux de mots, hein. Sinon, résultat direct, c'est ça qu'on appelle les résultats intermédiaires, c'est ça qu'on appelle encore les effets. Et puis maintenant, les résultats ultimes, c'est ça qu'on appelle l'impact à long terme. Quand on parle de l'impact à court terme, l'impact à moyen terme et l'impact à long terme, on parle toujours des résultats et des effets, etc. Mais regardez ici dans la chaîne des résultats. Nous avons d'abord les inputs qui sont les entrées, c'est-à-dire tout ce qui est ressources qu'on va mettre, qui va nous permettre de pouvoir réaliser les activités. Les activités vont nous conduire aux produits et les produits vont nous amener aux résultats et aux extrants d'abord et des extrants. Nous allons avoir des résultats directs, des résultats intermédiaires et nous avons les résultats ultimes. Nous n'aurons vraiment pas le temps de pouvoir détailler tout ceci, mais ceux qui vont passer à la version payante, on aura vraiment suffisamment de temps pour pouvoir prendre chaque thème. Je suis en formation. Dès que je finis, je te rappelle. Je suis en formation. Ok. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir au niveau de la chaîne des résultats. Deuxième partie, les théories de changement et il y a deux types de théories de changement.
On va voir le processus de théorie de changement. On a deux types de théories de changement. On a les théories de changement de projet de développement et les théories de changement de projet d'entreprise. La théorie de changement pour un projet de développement, c'est en 10 étapes. Si vous voulez vraiment avoir une bonne théorie de changement, la première étape, c'est la collecte et l'analyse complète des données. La deuxième étape, c'est l'utilisation de l'analyse causale. Et la troisième, c'est de pouvoir créer un arbre de solutions. La quatrième étape, c'est de pouvoir identifier les hypothèses et expliciter les justifications. La cinquième étape, c'est de prioriser les résultats visés par le projet. La sixième étape, c'est d'identifier les intrants de chaque intervention. La septième étape, c'est de transférer la théorie de changement vers le cadre logique. La huitième étape, c'est d'identifier les indicateurs des composantes de la théorie de changement. La neuvième étape, c'est d'élaborer une documentation complémentaire. Et enfin, c'est de pouvoir faire un minimum de bilan annuel. Et je pense qu'avec les modules qu'on a déjà vus, on a déjà vu comment on élabore jusqu'à la partie 4. Quand je parle de l'analyse causale pour créer un arbre de problème, on va partir de la bête à cornes qu'on a vu dans le premier module jusqu'à ce qu'on vienne jusqu'au niveau du cadre logique. En termes de modèles, il y a trois types de modèles. Et demain, nous allons voir les trois types de modèles et je vais vous montrer le modèle qui est le plus conseillé. Même ce soir, je peux déjà vous montrer. Ça, c'est un modèle simple de théorie de changement où vous avez les conditions là, les publics cibles, quelle est la stratégie et quels sont les impacts à court terme, à moyen terme et à long terme, c'est-à-dire les résultats, les effets et puis maintenant les impacts. Et en bas, les hypothèses. Ça, c'est une théorie de changement qui vraiment ne nécessite pas assez d'efforts. Et moi, honnêtement, je l'utilise très rarement, pour ne pas dire je ne l'ai jamais utilisé, à moins que ça soit dans les cadres des formations et autres, puisque en réalité, ça ne valorise pas le changement, ça cache beaucoup de choses, donc ça ne va pas dans les détails. C'est difficile pour un profane, ou bien c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas un niveau bien élevé en gestion de projet de pouvoir se retrouver. Voilà le modèle que je vous conseille. Et ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'exercices. Vous allez voir, ici, nous avons les cibles de l'intervention. Quelles sont les cibles à court terme? Quelles sont les cibles à moyen terme? Quelles sont les cibles à long terme? Quand je parle de cibles ici, je ne parle pas des parties prenantes, non. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'intervention est en train de poursuivre? Qu'est-ce que l'intervention est en train de cibler? C'est de ça qu'on parle ici. Ensuite, quels sont les objectifs de l'intervention? Ça, c'est le cadre logique qui va vous vendre ces informations, de l'objectif 1 à l'objectif N. Là, quelles sont les ressources qui seront déployées? Quelles sont les composantes, les instants, les effets à court terme, les effets à moyen terme, les effets à long terme, c'est-à-dire les impacts. Ici, nous allons montrer ici l'effet à court terme là. Sur quelle cible de notre projet on va constater l'effet? Sur quelle cible, quand je prends notre exemple où on doit former les femmes sur les méthodes contraceptives, les effets à court terme, on peut dire par exemple, ça sera observé au niveau des femmes qu'on a formées directement sur les 5 modules. Mais les effets à moyen terme, on doit les constater peut-être sur les femmes qui n'ont pas été formées, mais qui ont bénéficié des partages d'expérience avec des femmes qui ont été formées. Et au niveau de l'impact, ça peut être les deux, des femmes qui ont été formées et des femmes qui n'ont pas été formées. Et ici, maintenant, nous allons lister l'ensemble des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir effectivement voir ces effets-là au niveau des différentes cibles. Et ici, on doit aussi marquer en combien de temps on doit voir ces effets-là, c'est-à-dire l'effet à court terme, si c'est un projet de 5 ans, à partir de quelle année on peut déjà commencer par voir les effets à court terme, à partir de quelle année on peut commencer par voir les effets à moyen terme, à partir de quelle année on peut commencer par voir tout au moins les impacts, les prémices des impacts. Donc, vous voyez, cet outil est plus explicite, demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de concentration pour pouvoir sortir un outil qui va permettre aux gens de pouvoir savoir où vous quittez, par où vous passez et où vous allez et là où vous voulez terminer avec. Voilà un peu ce que la théorie de changement clarifie. Le troisième modèle, qui est un très ancien modèle,
que beaucoup ont même déjà oublié parce que ça ne retrace même pas. Donc, je suis en train de l'enlever même de mes modules de formation. Je n'en parle même plus, puisque c'est un dispositif qui était au tout début où les gens se cherchaient vraiment. Donc, ce n'est vraiment plus utilisé. Ce n'est vraiment plus utilisé. Donc, voilà un exemple de modèle que j'ai eu à faire. Alors, nous allons passer maintenant à la théorie de changement dans une entreprise. La théorie de changement dans un projet de développement, je l'ai déjà expliqué une fois. J'ai dit un projet de développement doit toucher trois aspects. L'aspect prise de conscience, l'aspect renforcement de capacité et l'aspect amélioration du bien-être, amélioration des conditions de vie, amélioration du revenu, etc. Si vous avez un projet qui prend en compte ces trois dimensions, on va parler de projet de développement. Ça peut être projet de développement communautaire, ça peut être projet de développement humanitaire. Les gens cherchent encore la différence entre les deux. Les projets de développement communautaire demandent d'abord une prise de conscience, demandent d'abord votre implication, demandent encore une pérennisation des acquis dans la durabilité, demandent aussi vos efforts. Alors que les projets de développement humanitaire, c'est généralement des projets d'urgence. Il y a eu peut-être tremblement de terre, il y a eu peut-être une épidémie et les gens viennent tout vous donner cadeau. On n'a pas eu le temps de pouvoir faire des études pour voir est-ce que l'intervention, non, ça c'est souvent des interventions d'urgence. Donc il n'y a pas une prise de conscience, donc c'est un appui qu'on vient apporter, un appui gratuit qu'on vient apporter aux différentes communautés. C'est la différence entre un projet communautaire et un projet humanitaire. Maintenant, si je viens au niveau de projet d'entreprise, l'élément le plus flagrant, ce sont les bénéfices. Générer des profits, gagner de l'argent, faire travailler des gens pour pouvoir générer des revenus. Ça, c'est un projet d'entreprise. Donc, c'est le profit qui prime sur tout. Alors là, ça ne va pas se passer de la même manière comme dans les projets de développement, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. À leur niveau, on identifie un changement qu'on veut apporter dans une entreprise. Je prends un exemple. On suppose que l'entreprise fonctionnait avant de 8h à 17h. Et l'entreprise, au départ, générait assez de profits qui permettaient de pouvoir prendre en charge le personnel. Mais depuis quelques années, après une évaluation, on remarque que les chiffres d'affaires sont en train de baisser, puisqu'on a constaté que les horaires peut-être au niveau des services publics ont peut-être changé, où les gens maintenant préfèrent venir à partir de 17h30, 19h, 20h, 21h pour faire des achats alors qu'on est fermé. Par conséquent, ils sont obligés de pouvoir aller ailleurs pour pouvoir se procurer le besoin dont ils ont. Donc, ça fait un manque à gagner pour l'entreprise. Donc, l'entreprise ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire que nos heures désormais passent par de telle heure à telle heure. Parce que si vous le faites, les employés peuvent vous poursuivre en justice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élaborer une théorie de changement. Et cette théorie de changement doit être élaborée par un expert et qui va être conduit aussi par cet expert. Donc, la théorie de changement dans ce cas, ça va commencer là par une prise de conscience. Ça veut dire quoi? Vous allez amener le personnel à leur faire comprendre que nos chiffres d'affaires sont en train de baisser drastiquement. Et si nous continuons comme ça, c'est qu'on risque de ne plus pouvoir supporter toutes les charges. Ça va aller à peut-être arrêter le contrat de certaines personnes, ça va amener à réduire le personnel, ça va amener à diminuer des charges, ou bien ça va amener à l'entreprise même à fermer. Donc, ce changement que vous avez apporté, ne vous attendez pas à ce que tout le monde accepte. Donc, il y aura des gens qui vont refuser parce que peut-être on leur demande maintenant de travailler de 8 heures peut-être à 22 heures, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc, des gens vont refuser, des gens vont se mettre en colère, des gens seront tristes parce qu'ils ne vont pas vouloir s'exprimer. Donc, dans la théorie de changement, cette phase-là, on appelle ça le déni, puisqu'on veut apporter un changement nouveau dans le quotidien des gens. Peut-être que des gens avaient un double emploi et c'est à partir de 17 heures, ils vont maintenant sur l'autre emploi et ça leur permet de pouvoir
serrer les deux bouts, comme on le dit. Mais quand l'entreprise va aller à 22 heures, ça veut dire qu'il perd l'autre job alors que son revenu n'augmente pas, puisque là, l'entreprise cherche à pouvoir se rééquilibrer. Donc, on demande un sacrifice aux agents. Peut-être c'est des heures supplémentaires qui seront payées, mais ils n'auront pas de surplus sur leur salaire. Donc, cette phase-là, on appelle ça le déni. À ce niveau, le consultant va proposer des solutions pour aider le manager à gérer cette phase-là. Si c'est quelqu'un de colérique, quand les gens vont commencer peut-être par bouder, il va aller même jusqu'à lever la main sur les gens. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout professionnel. Donc, la théorie de changement ici va montrer avec des actions concrètes comment gérer cette phase qu'on appelle la phase d'émotion. Ensuite, quand on finit de gérer cette phase, on va à ce qu'on appelle la phase de résistance. C'est-à-dire bien après que les gens ont refusé, les gens ont crié, ils sont tristes et autres, l'accompagnement qui est mis à côté va commencer maintenant par donner ses fruits. Et là, en ce moment, la peur va naître en eux. Ils vont commencer par dire, bon, on accepte, alors qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que les heures supplémentaires, là, ça peut nous aider? Ah, on aurait aimé que notre salaire augmente parce que ça va nous faire beaucoup plus d'efforts. Là, c'est ça qu'on appelle le début de l'acceptation. Donc, ça va commencer quand il y a déjà résistance pour quelque chose, c'est qu'il y a possibilité de pouvoir réconcilier ou bien de pouvoir amener ces personnes vers ce changement. Il y a la peur, il y a le marchandage. Donc, à ce niveau, quand on finit cette étape, on va maintenant à l'étape d'expérimentation. Ça veut dire que les actions concrètes qui seront prévues dans cette théorie de changement va convaincre les collaborateurs et dire ça y va de l'intérêt de nous tous. Si vous refusez, on va tomber, la maison va fermer et on sera tous au chômage. Le mieux, faisons tous le sacrifice pour pouvoir rééquilibrer l'économie ou bien rééquilibrer les revenus de l'entreprise et comme ça, après, on pourrait voir. Et ça demande un bon style de management. On va voir la gestion des ressources humaines très bientôt et je vais revenir sur cet aspect pour montrer quelle est la technique, mais quelles sont les techniques, mais quel est le style de management qu'il faut adopter à ce niveau pour pouvoir avoir une très belle porte de sortie. Donc, quand les employés viennent à l'étape d'expérimentation, c'est que vous avez tout gagné. Mais c'est là qu'il faut redoubler d'efforts. Parce qu'à la phase d'expérimentation, si vous ne redoublez pas d'efforts et que ça commence par créer des préjudices graves aux employés, la loi peut même intervenir et vous sanctionner par rapport à ça. Donc, à ce niveau, vous devez être très juste et vous devez encourager les efforts des uns et des autres, ce qui va conduire à l'acceptation, au réajustement. Et quand vous finissez cette étape, vous irez à l'étape d'intégration. Ça veut dire que là, c'est l'engagement qui va naître. Donc, voilà un peu la théorie de changement. Donc, la théorie de changement de l'entreprise se fait en 4 étapes. L'étape de déni, l'étape de résistance, l'étape d'expérimentation et puis maintenant l'étape d'intégration. Parce que tout changement apporte une opposition. Et cette opposition doit être méthodique. Et vous devez travailler méthodiquement pour pouvoir vaincre cette opposition, pour les amener à la résistance. L'opposition est différente de la résistance en matière de projet. C'est deux choses différentes. Quand on parle d'opposition, on va parler au niveau de ça se fait généralement au niveau de déni parce que là, c'est les émotions qui travaillent. Mais à la phase de résistance, c'est que déjà, on est en train d'amener les gens à notre cause. Et quand ils vont à l'étape d'expérimentation, c'est qu'il faut leur montrer qu'ils sont sur la bonne voie et ce qui va les conduire à l'intégration. Donc, voilà un peu comment le changement se déroule dans un projet d'entreprise. Donc, c'est pareil ici. Voilà encore un autre changement. On a le rejet, je l'ai parlé tout à l'heure. Après la compréhension, l'acceptation et puis maintenant l'engagement. La compréhension, c'est encore ça que j'ai appelé dans l'autre cas là-bas, la résistance. Quand les gens arrivent à l'étape de résistance, c'est qu'ils sont en train de chercher à vous comprendre. Parce qu'à cette partie, ils vont commencer par dire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. C'est comme dans une entreprise, par exemple, où on exige du jour au lendemain que toutes les femmes doivent être en mini-jupe. Alors qu'il y a des femmes mariées dedans, vous devez être en mini-jupe avec une tenue de haut peut-être qui montre vos formes, alors qu'il y a des femmes mariées dedans. Vous voyez, déjà très tôt, les femmes mariées vont s'opposer, certaines femmes religieuses vont s'opposer. Donc là, on est à l'étape de rejet. Mais avec des explications montrées aux gens, ensuite, les gens vont commencer par comprendre. Mais toutefois, ils seront en train de dire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Parce qu'il y a deux choses entre je ne veux pas le faire et je ne peux pas le faire. Quand quelqu'un dit je ne peux pas le faire, c'est que la personne explore les possibilités de le faire.
Mais quand la personne dit je ne veux pas le faire, ça veut dire qu'il n'y a même pas de moyen de convaincre. Donc, il faut travailler, il faut laisser les gens prendre le temps de pouvoir aller à l'étape de compréhension, mais tout en les coachant. Donc, je ne veux pas le faire peut devenir je ne peux pas le faire. Ça veut dire qu'on est à l'étape de compréhension. Je vais voir par comment le faire ou bien je vais consulter mon mari. Donc, ça commence par aller à l'acceptation. Je vais essayer de le faire, c'est l'acceptation. Et enfin, je peux le faire, la décision, je vais le faire, l'engagement. Donc, là aussi, il y a aussi le langage qui compte ici. Par exemple aussi d'une autre théorie de changement, il y en a plein. Voilà ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Certainement, vous avez beaucoup de questions pour moi. Je vais vous permettre maintenant de me poser des questions. Et là, à la fin, vous allez faire la capture de, de ce TP. Et je vais retourner au niveau des étapes d'élaboration de la théorie des changements. Vous allez aussi faire la capture et vous allez essayer de traiter. Et là, demain, on va corriger ensemble. C'est demain qu'on va beaucoup travailler. Donc, ce cours, tout à l'heure, je vais le mettre en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, quand on va finir, il suffit de m'envoyer un message coucou. Je vais partager cela avec vous et comme ça, on peut maintenant mieux discuter. OK. Je suis à vous maintenant pour les questions. Le principe est simple. Si vous voulez poser une question, vous levez la main, on vous donne la parole pour poser la question. Nous sommes aussi ouverts pour les commentaires. Si vous avez des commentaires, partage d'expérience pour nous, vous pouvez aussi le faire. Merci, à vous la parole. Il n'y a pas de questions pour moi? Oui, monsieur Aziz. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Jacques. Merci pour la présentation que j'ai d'ailleurs suivie avec grand intérêt. J'ai une ou deux questions. D'abord, qui est chargé de faire la théorie du changement? C'est le chef de projet, c'est ça, ou bien le suivi, voilà. Oui, c'est noté. Maintenant, Deuxième c'est, question. la deuxième question, c'est la théorie du changement est élaborée lors de la planification du projet, ou bien quelle est l'étape d'élaboration de la théorie du changement? Oui, merci. OK, merci. Est-ce qu'il y a autre question? Non, non, c'est bon. De mon côté, c'est bon. Qui d'autre? On va recenser les questions et répondre à tout le monde en même temps. Oui, monsieur Ebu a ouvert son Allô? micro. Je ne sais pas si c'est pour poser la question. Ok, d'accord. Bonsoir le forum. Bonsoir. Merci au formateur pour la qualité de cette formation qu'il vient de donner. Oui, on vous écoute. Mon nom c'est Oui, mais je suis agent de santé. Je suis agent de santé. ok, super. D'ores et déjà, je regrette beaucoup n'avoir pas démarré la formation avec vous. Ok, Seulement aujourd'hui que j'ai vu l'information et j'ai commencé la formation avec vous. ok, Ma seule question, c'est comment pour rattraper ce que j'ai perdu oui, et pouvoir évoluer. C'est très intéressant le thème. ok. On va laisser notre numéro dans le chat. Vous pouvez me contacter après par WhatsApp. Ok, J'ai laissé mon numéro dans le chat. Je suis au plus 229 01 66 51 82 26. Ok, c'est envoyé dans le chat. Merci. d'accord. C'est moi Ok. plutôt. Monsieur Faolam.
Oui, bonsoir, Monsieur Jacques. Merci encore ce soir pour les explications et la qualité aussi, vraiment du sujet, quoi. Maintenant, peut-être que moi, je vais compléter mon collègue Aziz. Je voulais savoir, est-ce qu'une théorie de changement peut être élaborée pendant que le projet est en train d'être exécuté? Merci. Merci. Qui d'autre? Y a-t-il des questions encore? Bon, c'est en mangeant que l'appétit vient. Pour cette première série de questions, merci pour ceux-là qui ont posé des questions. La théorie de changement, en fait, est élaborée par un consultant. La théorie de changement est élaborée par un consultant. C'est-à-dire le projet recrute un consultant qui sera chargé d'élaborer la théorie de changement, soit de l'entreprise, c'est-à-dire de l'organisation, ou bien du projet. Ça, c'est ce qui est conseillé. Mais dans la pratique, généralement, c'est souvent le chef projet et le suivi évaluateur qui propose une théorie de changement qui est validée par l'ensemble de l'équipe et validée enfin par le bailleur, c'est-à-dire le partenaire technique et financier. Donc, c'est les deux là. C'est les deux qui élaborent et la validation se fait au niveau des deux niveaux. Premièrement, au niveau de l'équipe technique et après, maintenant, au niveau du bailleur. Voilà comment ça se fait. À quelle étape alors on élabore la théorie de changement? Généralement, la théorie de changement élabore au niveau de la planification. Donc, c'est au niveau de la planification qu'on élabore la théorie de changement, puisque à l'étape de planification, c'est là qu'on va ressortir les activités clés. Et ces activités clés seront basées sur la logique d'intervention du projet qu'on retrouve dans le cadre logique. Et dans le cadre logique, on a dit que l'élément clé du cadre logique, c'est la logique d'intervention du projet. C'est quoi une logique d'intervention du projet? C'est quels sont les liens de causalité entre les activités et les résultats. On appelle lien de causalité le lien qui existe entre les activités et les résultats. C'est-à-dire, est-ce que l'ensemble des activités, si on les mène, ça va vraiment nous conduire à l'atteinte du résultat auquel ces activités-là sont réunies? Si oui, on dit qu'il y a un lien de causalité entre les activités et ce résultat-là. Et ensuite, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre les résultats et les objectifs spécifiques? Ça veut dire quoi? Est-ce que les résultats, si on les atteignait, ça nous garantit qu'on pourra atteindre les objectifs spécifiques ou bien l'objectif spécifique auquel ils sont reliés? Si oui, on dit qu'il y a un lien de causalité entre les résultats et les objectifs spécifiques. Pareil avec l'objectif général. Donc, si on peut avoir de liens de causalité au niveau de chaque étape, on va dire qu'il y a une logique d'intervention. Donc, c'est quand on finit maintenant d'élaborer cette logique d'intervention, de déduire le cadre logique, on va directement à la théorie de changement et c'est des éléments de la théorie de changement maintenant on va ressortir clairement notre planification. Est-ce prêt? Je laisse sauter au niveau du module de management de projet parce que je me suis dit qu'il y a un module qui est consacré à la théorie du changement. Donc, quand on va finir cette formation, on va faire maintenant le lien avec ce qu'on a vu en management de projet et vous allez voir que ça sera une ligne droite. Ça, c'est pour le projet de développement. Pour le projet d'entreprise, à ce niveau, au niveau du projet d'entreprise, c'est le manager général qui élabore la théorie de changement. Et la théorie de changement dans ce cadre, qui est élaborée par le manager général, le partage avec ses directeurs techniques. Et il élabore la théorie de changement sur les informations qu'il a recueillies au niveau des directeurs techniques. Et au niveau de chaque directeur technique, il va leur demander quelles sont leurs ambitions au niveau de leur direction. Comment ils se voient d'ici 3 ans, comment ils voient leur direction d'ici 3 ans. Donc, chacun va donner et ils vont s'entendre sur des éléments clés qui vont aboutir à l'élaboration du cadre logique de leur entreprise. Et c'est sur la base du cadre logique de leur entreprise, le manager, lui, va proposer un modèle de théorie de changement
qui vont valider ensemble. Et cette première validation va conduire maintenant le document au niveau des actionnaires et au niveau de ceux-là qui sont chargés de faire de la planification stratégique, comme on le disait dans les types de planification, et ils vont donner leur avis sur l'outil et valider aussi. Ce n'est qu'après ça que les choses seront mises en place. Je me rappelle au niveau d'un réseau dans ce pays-là, quand ils voulaient choisir un certain modèle de tenue, ça n'a pas été du tout facile parce que certains étaient pour, certains étaient d'accord. Et je me rappelle, c'est un modèle de théorie de changement qu'ils ont appliqué en son temps. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans ce GSM-là, je ne vais pas appeler le nom comme on est en ligne, c'est pas de la publicité. Donc aujourd'hui, c'est aisé, les gens ont appliqué, les gens sont vraiment tranquilles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je peux dire par qui le fait. Donc au niveau de projet d'entreprise, la théorie de changement peut s'élaborer à tout moment. Au niveau du projet d'entreprise, la théorie de changement s'élabore à tout moment. Donc une fois qu'on identifie un certain type d'éléments dans l'entreprise, le seul moyen de pouvoir amener le personnel à pouvoir accepter ce qui est arrivé, c'est qu'il faut élaborer une théorie de changement. Vous voyez, on suppose que par exemple, vous êtes dans une entreprise de BTP où vous n'avez plus de marché et vous avez du personnel. Et du fait que vous n'avez plus de personnel, si vous devez payer le montant en homme-jour, vous ne pourrez pas tenir. Et la décision peut-être du conseil d'administration, c'est de revoir les grilles à la baisse peut-être de 10%. Vous voyez, s'il n'y a pas un plan de communication, s'il n'y a pas une théorie de changement, ça peut conduire à la démission. Parce que vous n'êtes pas la seule entreprise ni la seule société. Il y a des sociétés voisines, peut-être que là-bas ça marche. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils seront tentés de vous repêcher vos meilleurs éléments. Donc, il faut une bonne théorie de changement pour amener les employés à dire oui, hier c'était bon, aujourd'hui c'est pas bon. Travaillons pour que aujourd'hui soit comme hier, pour que nous tous nous puissions gagner. Mais si on veut forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas, on veut les impliquer les choses, les gens seront fâchés, les gens seront fatigués et ils vont quitter aller au niveau de la concurrence et c'est l'entreprise qui paie. Donc voilà pourquoi au niveau de l'entreprise, là en ce moment, la théorie de changement se fait en fonction des situations dans lesquelles l'entreprise se trouve. Mais au-delà de ça, il y a la théorie de changement globale de l'entreprise parce que l'entreprise doit se faire une vision. Nous sommes une entreprise de BTP. D'ici 5 ans, où on veut être? Peut-être qu'on n'intervient qu'au Bénin. Est-ce que d'ici 5 ans, on ne veut pas, on veut peut-être être l'entreprise de référence de la sous-région, pourquoi pas de l'Afrique ou bien du monde? Voilà une vision qu'on peut se donner. Alors, comment on va atteindre cette vision? Par où on va commencer? Où on doit mettre du sérieux? Quelles sont les étapes qu'on va suivre pour atteindre cette vision? C'est la réponse à cette question, c'est ça qu'on appelle la théorie de changement. Et pour finir, la dernière question, c'est peut-on élaborer, voilà, j'ai déjà répondu à la question, c'est-à-dire quand pouvons-nous élaborer la théorie des changements au niveau du projet de développement? J'ai dit c'est à la phase de la planification. C'est à cette phase qu'on élabore la théorie de changement. Vous ne pouvez pas élaborer la théorie de changement au cours de la mise en œuvre du projet. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais exceptionnellement, quand on va vouloir peut-être faire l'évaluation à mi-parcours et qu'on a remarqué que dans le projet, les gens naviguent seulement à vue, ils n'ont aucune boussole, l'évaluation peut recommander qu'on stoppe tout et qu'on élabore la théorie de changement parce qu'on aurait compris que dans l'évaluation, que les gens improvisent, les gens ne savent même pas où on va. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas une boussole. Et en ce moment, l'évaluateur peut recommander qu'on arrête tout et qu'on élabore une théorie de changement et qu'on fasse internaliser cette théorie de changement par tous les acteurs avant que les choses ne reprennent. Et dans ce cas, ça sera pendant le projet. Donc voilà ce que je peux dire pour les questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Galvin. Oui, merci beaucoup. Quand on regarde un peu les étapes d'une théorie de la mise en place d'une... Aïe, c'est moi qui
qui suis hors connexion ou bien c'est monsieur Galvin? Théorie de change, je ne veux pas dire je ne veux pas dire en défaveur, mais ça va toujours toucher un peu les intérêts des employés. Est-ce que c'est ça où je fais une mauvaise appréciation? Puisqu'on parle de résistance, on parle de refus, on a tendance à croire que c'est toujours au désavantage des employés, par exemple. Oui, vous savez, quand il s'agit des hommes, tout changement a toujours d'opposition. Est-ce que vous savez que même dans une entreprise où peut-être les gens sont à 100 000 et vous voulez mettre peut-être les gens à 200 000, il y aura des gens qui seront contre. Toute décision, bien tout changement qu'on veut apporter à un être humain, il y a toujours de la résistance. Je prends un cas simple. Regardez actuellement la politique dans notre pays. Depuis que le gouvernement actuel est là, il n'y a pas quelque chose qu'ils ont voulu faire qui s'est passé normalement. Vous allez constater, je prends pour exemple le port obligatoire des casques. Est-ce qu'on va dire que le port obligatoire des casques est mauvais? Non, c'est pour notre santé, c'est pour notre sécurité, hein, c'est pour notre bien. Mais malgré ça, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui refusent de porter le casque, soit disant que ça leur donne maux de tête. Pour les femmes, elles vont dire j'ai une belle chevelure, si je mets le casque, on ne va pas bien me voir. Donc, vous allez voir même des gens qui roulent des motos avec des casques entre les jambes, qui refusent de porter. Donc, avant qu'on ne puisse, mais malgré ça, il y a des gens aujourd'hui, c'est devenu une routine. Même quand ils roulent maintenant une moto sans casque, lui-même, il est gêné. Il y a des gens que je vois, il sort, il se rend compte qu'il a oublié de casque, il revient à la maison pour prendre son casque pour porter. Donc, tout changement, même si c'est pour le bien de la personne, il y a toujours en lui un instinct naturel d'abord de refus avant maintenant que la personne puisse passer maintenant à la compréhension. Vous allez voir que quand l'État a pris le gouvernement, l'État a pris la décision, on nous a donné un moratoire pour pouvoir permettre à ceux-là qui n'ont pas de casque pour acheter. Vous voyez, en ce moment-là, les gens n'y croyaient pas. Les gens ne croyaient pas à la décision. Mais quand la décision a été prise, il y a eu des refus, il y a eu même des récupérations politiques, il y a eu des critiques, des sorties par-ci. Là, c'est l'étape de refus. Mais avec le temps, quand les accidents ont commencé par se multiplier, les gens ont fait des accidents ici et qui sont même morts pour faute de non-port de casque, les gens ont commencé par comprendre que c'est pour les biens. Ensuite, les gens ont commencé par accepter le fait même de garder le casque pour sortir, même si on ne porte pas, c'est déjà une phase d'acceptation. Donc, avec le temps, certains ont commencé par s'engager complètement pour ce changement-là et l'appliquer complètement. Donc, le changement commence toujours par le déni, commence toujours par le refus, commence toujours par le rejet. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça, surtout en entreprise, dans la société, c'est toujours comme ça. Vous pouvez faire l'exercice et voir un changement, par exemple, que vous trouvez bon, qui a été apporté dans une société, vous allez voir qu'il y a eu toujours de rejet, il y a eu toujours de refus. Et c'est ça qui fait la différence entre l'actuel régime au Bénin et le régime passé. Vous allez voir que le régime passé, quand ils apportent un changement et que le peuple résiste, le peuple fait la force, il se rétracte. Donc, la théorie de changement n'était pas ce qu'il devait être. Vous allez voir que le gouvernement actuel, avant d'apporter un changement, c'est des experts qu'on recrute. C'est des enquêtes qu'on fait sur le terrain. C'est des personnes qu'on déploie pour voir ce changement. Si on l'apporte là, qu'est-ce que la société va dire? Quelles sont les réponses probables? Quels sont les types de refus? Quels sont les types de rejets? Qu'est-ce qu'on doit prêter psychologiquement pour pouvoir résister jusqu'à ce que la population puisse nous comprendre? C'est un schéma comme ça qui est adopté par la TIE. Vous allez voir que le monsieur là, il ne recule devant rien. Quand il prend une décision, c'est jusqu'à la fin, puisqu'il a prévu tout. Donc, on est obligé d'accepter ou pas. Donc, voilà un peu, monsieur Galvin, voilà comment ça marche au niveau de... Voilà pourquoi c'est des leaders vraiment, excusez-moi, entre griffes, des leaders dictateurs vraiment qui peuvent tenir dans une théorie de changement. Parce que c'est vous qui avez la vision, vous l'avez expliqué, les gens ne veulent pas vous comprendre, il faut les contraindre, mais dans la manière, dans la méthode, pour les amener à comprendre un jour que cette décision que vous avez prise, c'est pour leur bien.
Autre question, M. Galvin? Oui, une seconde question. C'est bien compris hein, ce que vous avez expliqué. Maintenant, et parfois, est-ce que le chef d'entreprise se retrouve dans l'obligation de faire un changement, mais il est obligé de ne pas faire ce changement par l'élaboration d'une théorie de changement, son développement, l'explication et tout ça. Je prends comme un petit exemple. J'étais dans une société, j'étais le nom, où des agents ont été envoyés à l'extérieur pour suivre des formations en automobile sur des marques un peu spéciales. Maintenant, quand ces agents ont reçu les formations, ils sont revenus. L'idéal aurait été que leur salaire soit un peu, des primes soient quand même ajoutées à leur salaire ou bien qu'il y ait un peu d'amélioration au niveau de leur salaire, puisque c'est de nouvelles connaissances. Et en plus, ces agents, quand ils ne sont pas aménagés dans ce sens, ils risquent de sortir de l'entreprise et d'aller appliquer ailleurs. Maintenant, dans ce cas où c'est quelques agents, et quand on va élaborer une théorie de changement pour annoncer, voilà, ils ont reçu des formations, il faut qu'on revoie un peu leur grille pour les encourager et tout ça, ça pouvait créer d'autres scènes, c'est-à-dire de la jalousie ou bien un truc comme ça au niveau des autres employés. Est-ce qu'en ce moment, on est obligé de faire ce changement par l'élaboration d'une théorie de changement ou bien on fait cette augmentation en considérant que le contrat est après tout personnel entre l'employé et son employeur. Si je comprends bien, ça veut dire que l'entreprise n'a pas fait d'augmentation, c'est ça? L'entreprise veut vraiment faire d'augmentation, mais elle craint que si elle ne fait pas l'élaboration d'une théorie de changement et sa conduite, ça pourra conduire à autre chose. C'est-à-dire, il sera obligé peut-être de généraliser les augmentations ou bien ça va créer un peu de jalousie, quoi. Donc, elle préfère ne pas élaborer une théorie de changement, mais de faire quand même individuellement des primes sans annoncer officiellement, quoi. Est-ce que c'est une bonne pratique pour éviter d'autres suspicions? C'est déjà une très mauvaise politique pour cette entreprise. Si moi je suis un conseiller pour cette entreprise, d'abord, quelle est la vision recherchée par l'entreprise en envoyant des gens pour se faire former? C'est de là que l'entreprise doit quitter. Quelle est ma vision en envoyant des gens pour se faire former? Ma vision, c'est de renforcer la capacité technique de mon personnel, c'est de pouvoir offrir peut-être de meilleurs services pour pouvoir toucher de gros marchés ou bien pour pouvoir accéder à une meilleure clientèle ou bien pour pouvoir accéder à de nouvelles opportunités ou bien percer de nouveaux marchés. Donc voilà sa vision. Alors comment y arriver? C'est là que la théorie de changement vient. Premièrement, c'est de sélectionner des agents. Deuxièmement, c'est de les amener pour se faire former. Troisièmement, quand ils vont revenir, c'est de rentabiliser cette formation. Et quand on parle de rentabiliser cette formation, ça demande encore de déployer de l'énergie. Normalement, si moi j'étais à la place de cette entreprise, ceux-là qui sont revenus doivent faire de la mise à l'échelle. C'est-à-dire, ils doivent faire de la restitution de cette formation pour pouvoir équilibrer les compétences. Alors, cette phase de restitution sera rémunérée encore pour pouvoir compenser le temps que les gens vont déployer pour pouvoir faire la restitution de cette formation. Et la théorie de changement peut même mettre des clés de répartition ou bien en termes de promotion. Et là, s'il y a promotion, c'est qu'il y a forcément impact sur le revenu. Ça fait le premier aspect. Soit une promotion comme premier aspect, ou bien deuxièmement, c'est-à-dire qu'on leur augmente un temps de travail s'ils sont payés par heure de travail pour pouvoir justifier cette différence. Le temps de motiver les autres pour dire oui, c'est parce qu'ils ont eu telle formation, qu'ils ont eu ci, qu'ils ont eu ça. Tout part de la préparation. Et avant que les gens n'aillent
À la formation, c'est que tout doit être expliqué clairement comme ça dans la tête de tout le monde. Et comme ça, quand les gens viennent, psychologiquement, les gens étaient préparés. Vous pouvez faire une augmentation, ça ne va gêner personne. La théorie de changement demande une grande préparation. Si vous, les responsables, vous n'êtes pas préparés et que vous n'avez pas compris clairement le changement, forcez, quand vous allez vous engager, vous allez revenir. Donc voilà un peu. Pour moi, c'est que cette entreprise n'a pas peaufiné sa théorie de changement avant de s'engager. Ce n'est pas pendant qu'on s'est engagé qu'on commence par élaborer la théorie de changement. Non. On peaufine tout et on présente clairement aux collaborateurs. Nous voulons percer de nouveaux marchés, nous voulons prendre de nouvelles opportunités, nous voulons étendre nos activités. Et pour ce, la compétence actuelle ne nous permet pas à cela. Donc nous allons identifier les meilleurs parmi vous pour aller se faire former, qui vont revenir faire la restitution. Et là, les meilleurs parmi vous vont connaître une augmentation ou bien une compensation ou bien vont avoir plus de charges, plus de responsabilités, ce qui va justifier un revenu supplémentaire. Et c'est clair dans la tête de tout le monde. C'est que si je ne vais pas à la formation, c'est qu'à mon retour, au moins je vais bénéficier de la formation, mais je n'ai pas d'augmentation. Donc, vous voyez, on ne dit pas que la théorie de changement, c'est du tic au tac. Non, non, non. Une théorie de changement peut prendre 5 ans. Hein. Tout ce que je viens d'expliquer là, quand ceux-là sont revenus, l'augmentation ne doit pas être systématique. Il faut que ça soit progressif. Il faut laisser d'abord les gens s'intégrer, les gens restituer. Oui, ils sont au même niveau que les autres. Mettre les gens à l'aise d'abord avant de voir. Puisqu'il faut qu'eux-mêmes ils touchent du doigt l'impact de la formation que les autres ont reçue. Et là, vous allez voir que c'est eux-mêmes qui vont même encourager ça. Je prends un exemple, quelqu'un par exemple, je prends par exemple BTP, où on suppose qu'il a allé se faire former sur comment faire par exemple une dalle sans les briques. Or, les gens ont l'habitude de faire seulement les dalles avec des briques. Le gars, il est allé là-bas, il a appris les choses, il est revenu maintenant, il a appris ça aux autres collaborateurs. Et on a des marchés où des gens ne demandent que ça, de vous à moi. Est-ce que si on me fait une augmentation, quelqu'un peut se sentir frustré? Non, parce que je suis le spécialiste de la chose et en termes de charge de travail, je mérite ce qu'on me donne. C'est quand l'on ne mérite pas ce qu'on lui donne, c'est ça qui crée des frustrations. On suppose qu'ils sont 6 pour aller se faire former, ils reviennent et c'est à 3 personnes faire l'augmentation, on reste les autres. Il y a forcément problème. Donc voilà un peu, M. Galbert. Autre question, j'avais vu M. Fofana lever la main. Ok, moi c'est Jacques pour les différentes interventions. Moi, ma question est un peu ça au niveau de cette théorie de changement. À ma manière de comprendre, quand je résume un peu, la théorie du changement, ça peut dépendre de 2 facteurs. Par exemple, au niveau d'une entreprise, quand on se fait une projection, on a une vision, dans 5 ans, on veut que l'entreprise se retrouve à tel niveau. Là, on veut commencer à réfléchir sur comment élaborer une théorie de changement. Ça, je comprends. Maintenant, au niveau d'un projet de développement, par exemple, le fait d'élaborer une théorie de changement pendant que le projet maintenant est en cours, est-ce que ça ne va pas nous obliger à revoir un peu le projet dans le sens général? Parce que moi, je me dis, quand on élabore une théorie de changement au niveau d'un projet de développement qui est déjà initié, ça va impacter sur les activités parce que ça va nous amener à exécuter de nouvelles activités. Je pense parce que de toutes les façons, il y a de nouvelles recommandations qui seront données et ça peut impacter non seulement sur la durée du projet qui était planifié, encore le côté finance, ça pourra un peu impacter sur le coût. C'est différentes questions que je suis en train de me poser. Ok. La théorie de changement d'abord n'est pas figée. Ça ne veut pas dire que quand on élabore une théorie de changement, c'est fini, c'est calé, ça ne doit pas être changé. Non. La théorie de changement est flexible. Ça veut dire qu'on peut l'élaborer même au début du projet et qu'à l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation montre que la théorie de changement n'est pas suffisamment claire, ou bien la théorie de changement est mal élaborée, il faut reprendre. Quand on dit on va reprendre la théorie de changement,
ce qu'on a déjà fait est capitalisé. Mais là où on est là, qu'est-ce qu'on prévoit d'autre pour pouvoir atteindre le changement qu'on a souhaité? On suppose que j'ai quitté ma maison. Et quand j'ai quitté ma maison, j'avais pour objectif d'aller à mon bureau. Et quand j'ai quitté la maison, au lieu d'aller à gauche pour aller au bureau, j'ai pris à droite. Et à un instant T donné, je me suis perdu. Donc, je demande à ce qu'on puisse revoir l'itinéraire avec moi. Ça, c'est l'évaluation. Quand on finit de faire l'évaluation, ça ne veut pas dire que quand on va faire l'évaluation, on va dire que tout est mauvais. Non, on va montrer ce qui est mauvais et ce qui est bon. On ne me demandera pas de revenir à la maison pour repartir au bureau. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher quel est l'itinéraire optimal, c'est-à-dire l'itinéraire le plus proche que je peux prendre pour pouvoir arriver au bureau. C'est comme ça aussi en gestion de projet. C'est-à-dire, si vous avez déjà engagé des activités, engagé des ressources et vous êtes à un niveau donné, le consultant ne va pas vous dire revenez à la case de départ comme si tout ce que vous avez fait est nul. Mais c'est qu'on va voir ce que vous avez fait là, comment ça peut être capitalisé et comment ça peut contribuer au nouveau chemin que nous allons prendre pour pouvoir atteindre la même vision qu'on s'est ficelée. Seulement que là, c'est des ressources supplémentaires que ça va juste demander. Et quand on était en management de projet, je vous ai montré comment il faut budgétiser ces fonds-là, c'est-à-dire au niveau des imprévus, pour permettre à ce que si on arrive à ces cas-là, qu'on puisse trouver où on va mettre la main pour pouvoir réorienter notre projet. La théorie de changement n'est pas figée. On peut élaborer une théorie de changement en début de projet et réajuster ça N fois, pourvu qu'on puisse atteindre le résultat, qu'on puisse atteindre la vision dans le délai imparti. Et je vous ai dit qu'il peut aussi arriver que pour un projet qui était prévu pour 5 ans, qu'on fasse même 10 ans, 20 ans, 25 ans pour ça. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue avec le temps, le contexte change, des éléments nouveaux apparaissent, donc ils peuvent nous freiner ou bien nous propulser. Donc c'est un peu ce que je peux dire en répondant à votre question, M. Fofana. Alors, merci pour les questions. Vous savez à quel point on tient vraiment sur l'heure de départ et surtout sur l'heure de la fin. Parce que certainement après nos formations, d'autres vont quitter le bureau. Nous savons que d'autres nous suivent du bureau. Donc, il faut qu'ils rentrent vite. Donc, demain, on travaille à 20h. Et demain, si vous avez raté le cours, c'est que c'est grave. Demain, c'est exercice, cas pratique. On va prendre un cas pratique. Voilà le cas pratique que je vous donne. Vous pouvez faire la capture. La communauté Bia est une communauté située au nord-ouest du pays qui est affectée par des attaques terroristes qui ont détruit beaucoup d'infrastructures, à savoir les pompes, les puits, etc. Depuis ces différentes attaques ont conduit à la fuite de plusieurs personnes et le peu qui est resté ignore les mesures sur l'hygiène et l'assainissement. Il faut noter que cette situation a créé des conflits fonciers au sein de la population. L'exercice que je vous donne, 1, vous allez identifier quels sont les problèmes clés, quels sont les problèmes qu'on peut identifier dans ce projet-là. Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez élaborer, en identifiant les problèmes, vous allez élaborer normalement l'arbre de problème. Ensuite, vous allez transformer l'arbre de problème en arbre de solution. À travers l'arbre de solution, vous allez définir ce qu'on appelle la logique d'intervention du projet. Sur la base de la logique d'intervention du projet, vous allez élaborer le cadre logique du projet. Et au niveau des cadres logiques du projet, vous allez déterminer quels sont les instants, quels sont les résultats à court terme, quels sont les résultats à moyen terme et à long terme. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le terme résultat, effet et puis impact. Et vous allez maintenant terminer par la théorie de changement. En tout cas, si vous pouvez arriver jusqu'à l'élaboration du cadre logique, je pense que c'est déjà très bon. Je pense que ceux qui ont suivi la formation depuis le début pourront normalement s'en sortir. Demain, on va élaborer en suivant les 10 étapes d'élaboration du cas de la théorie de changement et on va voir comment ça se fait de pas à pas et à chaque étape, quels sont les ateliers, les activités qu'il faut mener, quelles sont les parties prenantes qu'il faut impliquer à chaque étape. Donc, demain, vous serez des mini-praticiens. Mais pour être expert, il faut passer à la page payante parce que là, on va partager même des outils concrets qu'il faut encore utiliser et on va aller encore en profondeur.
Donc, à vous de voir. On se donne rendez-vous demain à 20h00. Demain, comme on aura beaucoup de choses à faire, c'est pas sûr qu'on puisse tenir dans les 1h30. Donc, si on va accuser encore de retard, ça sera compliqué pour moi. Et j'ai horreur de dépasser à plus de 30 à 1 heure de temps l'heure de fin. Donc, voilà, sur ce, on va se dire à demain et bonne soirée à tout un chacun. N'oubliez pas de m'envoyer le coucou que j'ai demandé.